On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com dans quelques instants. On vous parle du bingo communautaire du Haut-Richelieu qui est en relance depuis le mois de juin dernier et ça va franchement mieux. Il y a quand même 6 organismes de la région qui vivent et qui reçoivent de l'argent du bingo. Bref, on va faire le tour un peu de la question. Il y a eu quand même certaines problématiques dans les dernières années. Ça semble aller mieux pour le bénéfice de ces organismes. Mais d'abord, parlons de politique provinciale. On risque fort bien d'être en élection prochainement et le Parti libéral du Québec a déjà choisi sa candidate dans Iberville. C'est la fille de Jacques Tremblay. Elle s'appelle Chantal Tremblay. Dans quelques semaines, on sera peut-être en campagne électorale au Québec. En tout cas, les signaux semblent assez positifs là-dessus. Au moment d'enregistrer cette entrevue, c'était d'ailleurs la reprise des travaux à l'Assemblée nationale aujourd'hui, avec l'entrée de Philippe Couillard également, chef de l'opposition officielle, chef du Parti libéral. Mme Marois, qui d'ailleurs a déjà indiqué le vouloir de déposer un budget. Donc, évidemment, bref, tous les signaux sont là. Et on le voit ici même dans la région que les partis s'organisent. C'est le cas du Parti libéral du Québec dans Iberville, avec sa candidate, Mme Chantal Tremblay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Êtes-vous candidate officielle ou officieuse? Êtes-vous sur les rangs du... Officielle. Officielle, depuis dimanche. Bon. Est-ce qu'il y a eu une investiture? Oui, c'est fait, le 9 février. Vous étiez seule en lice? Seule en lice, exact. Bon. Expliquez-nous un peu les raisons pour lesquelles vous avez le désir de faire ce travail-là, le travail de député. Tout d'abord, la tradition familiale, peut-être? Oui, hein? Clairement. Alors, l'intérêt personnel, l'intérêt professionnel, mais aussi, je dirais, tradition familiale. Comme vous savez, mon père était député de 85-89 sous le Parti libéral avec M. Bourassa à l'époque. J'ai participé à la campagne en 85. Alors, je faisais partie des jeunes libéraux. J'avais 20 ans à ce moment-là et on a suivi les traces. En 94, j'avais été approchée par le Parti libéral. J'avais représenté à ce moment-là Mille-Îles, qui était à Laval. Oui, le comté de Mille-Îles. OK, donc vous avez déjà une expérience. J'ai déjà une expérience. De campagne électorale. De campagne électorale, effectivement. Et à nouveau, cette année, on m'a approché à nouveau. Et je pensais que le timing était encore mieux pour moi, si je peux dire. Bon, les enfants sont grands, mon parcours professionnel a évolué, etc. Puis Iberville, bien, c'est chez nous. Alors, j'ai trouvé que c'était une extraordinaire occasion. Bon, il y a souvent deux phénomènes qui se passe lorsque notre père ou notre mère, évidemment, est impliqué en politique. Il y a deux choses. C'est ou bien on déteste ça pour mourir, puis on se dit « je ne ferai jamais ça de ma vie », ou le contraire, on dirait qu'il y a quelque chose qui nous stimule là-dedans. Je ne sais pas, vous, comment vous avez vécu ça, même si votre père n'a pas été député très, très longtemps, un seul mandat, 85-89, mais pour vous, visiblement, vous en avez gardé un bon souvenir, là. Définitivement. Oh oui, oui, certainement. C'est le désir d'aider. J'ai toujours été aussi dans un domaine des affaires, le domaine où on travaille pour une collectivité, peut-être plus au niveau privé. Par contre, c'est le désir de faire avancer des choses, le désir de progresser dans une entreprise. Et quant à moi, présentement, je le vois comme un prolongement de ce que je fais déjà. C'est-à-dire d'arriver à transposer mes compétences que j'ai acquises au fil des années, depuis 25 ans, et de les mettre au service de la population. Fait que c'est vraiment je dirais que c'est une belle continuité dans mon parcours professionnel. Bon, si on parle de votre parcours, premièrement, et de votre bio native d'Iberville. Absolument, oui. Toujours habité à Iberville? Pas toujours. Quand je suis allée à l'université, j'ai rencontré mon conjoint sur les bancs de l'université. On est toujours ensemble après 26 ans. Alors, on a trouvé un emploi à Montréal. Fait qu'à un moment donné, on n'a pas voulu faire les ponts. Fait qu'on a choisi d'être à Montréal. Mais mes attaches sont toutes à Iberville, ma famille, etc. Bon. Parlez-nous de votre parcours professionnel. Donc, au sortir de l'université, les études étaient dans quel domaine? En droit. En droit. Alors, j'ai gradué de l'Université de Montréal en 89. J'ai fait le barreau en 90. Je suis toujours membre du barreau depuis cette date-là, depuis 24 ans. Et j'ai pratiqué pendant 50 ans comme avocate à mon compte. Et par la suite, mon père avait une entreprise qui était à Drummondville. Alors, je m'y suis intégrée. J'ai été là presque 3 ans de temps, jusqu'à temps qu'il ferme l'entreprise de Drummondville. Là, on a repensé, fait qu'on a regardé un peu mon conjoint et moi. Je suis revenue à Montréal, finalement. J'aurais pu déménager à d'autres endroits, soit Saint-Césaire. Mon frère m'avait offert Saint-Césaire aussi. Bon, pour différentes raisons, fait qu'on est revenu un petit peu à Montréal et je suis toujours restée dans le domaine manufacturier.
c'est comme une génétique. Hein. On ne peut pas contrer, on ne peut pas se battre. C'est le profil manufacturier qui m'a toujours intéressée. Et par la suite, quand j'ai quitté le droit pour aller dans le manufacturier, j'ai travaillé en ressources humaines, relations de travail, toujours été dans le domaine des affaires. Bon, et actuellement, vous travaillez pour quelle entreprise? Celle Windsor. C'est l'entreprise idéale quand il y a du verglas et de la neige l'hiver. Alors, je pense qu'on est peut-être les seuls employés au Québec qui sommes heureux de voir tomber une tempête de verglas. Alors, c'est le sel de route. Absolument. Les mines de sel, 3 mines de sel, 3 au Canada, dont une aux Îles-de-Madeleine, Nouvelle-Écosse et Ontario, et 3 usines d'évaporation qu'on appelle pour le sel fin, le sel de piscine, le sel de table, le sel d'adoucisseur d'eau, le sel agroalimentaire pour l'agriculture. Et c'est une entreprise de combien d'employés? Au Canada, c'est 800 employés. On fait partie de l'entreprise qui s'appelle Morton Salt, qui est à Chicago, aux États-Unis. Moi, mon patron, c'est le vice-président ressources humaines, qui est à Chicago. Et on est 3 000 employés en Amérique du Nord et 13 000 dans le monde avec notre maison mère, qui est Allemagne. Bon. Si on revient à la politique, si on revient au comté d'Iberville que votre père a représenté, mais après ça, au fil du temps, évidemment, il y a différents députés qui se sont succédés, différentes couleurs politiques, même à un certain moment, l'ADQ de l'époque a fait élire M. Ridel pendant un laps de temps d'à peu près 1 an et demi. Actuellement, c'est Mme Bouillet qui est la députée en poste. D'ailleurs, le comté est un peu moins baromètre, on dirait, dans les dernières années. Il y a eu un gouvernement minoritaire aussi à 2 occasions. On vit actuellement un gouvernement minoritaire, ce qui explique le fait qu'une élection peut être déclenchée à tout moment. Votre parti, le Parti libéral, a changé de chef également en cours de route. Est-ce que le timing, comme vous dites tantôt en entrevue, est favorable pour vous à ce moment-ci dans le comté d'Iberville? Un timing favorable, je me dis une élection, c'est une élection. Une élection, tout peut arriver. Alors, bien malin est celui qui peut prédire la prochaine élection. De sorte que je sens beaucoup, depuis que j'ai donné ma décision, c'est-à-dire que de me lancer en politique pour Iberville, j'ai fait beaucoup de rencontres. On a rencontré beaucoup de gens de tous les milieux, autant du milieu agricole que du milieu des affaires, que des citoyens qui soient ou non impliqués en milieu des affaires, peu importe. Alors, les gens sont à l'écoute. Donc, tout est possible. Et donc, pour répondre à votre question, le timing, c'est nous qui le faisons. Alors, c'est avec le travail, c'est avec la présence sur le terrain, c'est avec un programme qui est à l'écoute des besoins que l'on crée son propre timing. Bon. Très souvent, les gouvernements minoritaires qui retournent en élection finissent par obtenir un gouvernement majoritaire. Même M. Charest l'avait vécu avec le Parti libéral. Bon, je sais que votre collègue Henri-François Gontrin a fait une petite controverse hier en concédant la victoire au Parti québécois. En même temps, je me dis, et on ne connaît pas vraiment aussi l'avenir de la CAQ là, dans tout ça, là, qui vient un peu brouiller les cartes, parce qu'une élection, c'est purement mathématique. Hein? C'est celui qui a le plus de votes qui gagne l'élection. C'est pour ça, tantôt, je parlais un peu de timing. Est-ce que vous pensez qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour vous de faire campagne dans Iberville contre une députée qui est en place? Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a des enjeux, est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels la députée en place n'a pas travaillé à votre satisfaction? Pour vous, c'est quoi les enjeux dans le comté d'Iberville? Il y a certainement, pour répondre à votre question au niveau du timing, il y a beaucoup de choses à faire valoir. Il y aura des choses à mettre sur la table, définitivement. Le programme n'est pas encore... Mon programme à moi, pour Iberville, n'est pas encore complété. Alors ça, c'est ce que je vais compléter au cours de la prochaine ou 2 prochaines semaines. Mais il y a toujours des choses à mettre sur table, à élaborer. Donc, au niveau du timing, quand on parle des enjeux, il y a certainement des choses. Si on peut en nommer un, l'autoroute 35. L'autoroute 35 qui avait été quand même lancée sur le Parti libéral, qui a été malheureusement reportée sur le Parti québécois. Alors, remettre ça, je sais que partout où je vais, les gens en parlent. Donc, c'est une belle piste de vélo. Malheureusement, ça coûte cher pour faire une piste de vélo. Pas trop, il semble manquer une couche d'asphalte. Ça nous apparaît simple. En tout cas, on a des doutes là-dessus. Là, mais pas vraiment son objectif principal pour faire du vélo. Alors, on veut que ce soit une voie de commerce majeure entre Montréal et Boston, n'est-ce pas? Ça passe dans le comté d'Iberville et ça peut être vraiment un enjeu intéressant. Donc, ça, c'en est un. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées.
Bon, c'est un comté très rural. Oui. En même temps, le nord du comté s'est beaucoup développé, un peu l'étalement urbain avec Saint-Césaire, Rougemont, Chambly, Richelieu, Marieville qui a explosé carrément. Oui. Là. Donc, il y a aussi un enjeu à l'égard du transport et des services, les garderies, les services de santé aussi. Oui. Donc, il y a beaucoup d'enjeux dans le comté d'Iberville. Absolument. Puis c'est un comté qui est extrêmement intéressant, très diversifié. Alors, comme vous dites, le nord étant une chose, le sud en étant une autre, alors ça, c'est d'autant plus intéressant. Bon, comment va s'articuler un peu votre organisation dans le comté d'Iberville? Notre organisation est complétée. C'est-à-dire, quand vous regardez, si vous considérez, en tout cas, je ne sais pas si c'est exact, c'est ce que vous voulez dire, mais les gens qui m'entourent, OK, les gens qui m'entourent, donc chacun a son rôle, chacun s'active présentement. Donc, on ne veut pas improviser. Ça, c'est vraiment important. Alors, tout a été mis en place depuis au moment où j'ai donné ma décision, tout a été mis en place pour avoir les bonnes personnes autour, pour vraiment supporter. Bon, et parlez-nous un peu de votre chef. D'ailleurs, c'était son entrée aujourd'hui à Québec. Oui. Et tout le monde, et même les partis d'opposition, disent et soulignent la crédibilité, la notoriété de Philippe Couillard dans les ministères dans lesquels il a passé. Mais à l'opposé, parfois, il nous apparaît un peu comme un trop bon gars. On se dit, est-ce qu'il va avoir, dans le fond, le nécessaire pour affronter la tempête quand on est chef de parti? Je ne sais pas, vous, est-ce que vous le connaissez un peu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Philippe Couillard? Moi, je fais confiance aux gens. Qu'on veuille qualifier M. Couillard de très bon gars ou de politicien différent de ce qu'on a vu, il a son style à lui, puis c'est lui-même qui le dit dans les journaux, alors je ne l'invente pas. Alors, il a son style à lui, mais je fais confiance aux gens. Je fais confiance à ce que les gens voient un homme intègre. Je fais confiance à ce que les gens voient un homme intéressé à faire progresser le Québec. Alors, ça, je pense, c'est vraiment son avantage. Bon. Et que pensez-vous de l'administration du Parti québécois là, de la dernière année? C'est une question très large. Pour une candidate libérale, bien entendu, on entend depuis quelques semaines dans les journaux à l'effet que le Québec manque de compétitivité, le Québec n'est plus aussi productif. Le Québec est peut-être, j'utiliserais le mot sclérosé un peu dans notre environnement légal, notre environnement peut-être fiscal, où on ne permet pas à ce que les entreprises puissent être vraiment efficaces et efficientes. Alors, c'est dommage, mais je pense qu'il faut faire davantage plus de place à nos entreprises. C'est eux qui créent la richesse. C'est vraiment, on le dit, les PME, c'est l'épine dorsale. Et on a de la difficulté à les aider. Dernière question. Est-ce que Papa Jacques va vous aider dans la campagne? Est-ce qu'il va vous donner des conseils? J'espère. Est-ce que c'est déjà commencé? Bien, je le veux, absolument. Ouais. Je le souhaite. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je suis sûr. Comme l'impression qu'au printemps, on risque pas mal d'être en campagne électorale. Ça devrait, hein? Peut-être le 14 avril, je l'espère. Oui. Pas que ça traîne trop longtemps, merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la relance du bingo communautaire du Haut-Richelieu. Il y a plus de 6 mois maintenant, presque 7-8 même, où on a procédé à la relance du bingo communautaire du Haut-Richelieu. En fait, la relance du bingo, celui évidemment qui est situé à l'intersection, dans le fond, on appelle ça le boulevard Saint-Joseph et Saint-Louis, le fameux bâtiment qui est là. Deux invités pour en parler. D'abord, Christian Haché, bonsoir. Bonsoir. De même que Carlo Cantave, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, pour faire une histoire courte, le bingo, à l'époque, était géré par un opérateur indépendant, un privé, on peut dire, hein, c'est ça? Exactement, oui. Et il y avait, à l'époque, combien d'organismes qui bénéficiaient des revenus de ce bingo? Il y avait 15 organismes. Bon, sans tous les nommer, là, quels étaient à peu près les principaux organismes qui étaient financés à l'époque? Tu avais l'Association des handicapés de Saint-Jean, tu as celle de Saint-Luc, les handicapés actifs, tu as Maison INA, tu avais la Fondation de l'hôpital, tu en avais 15, bon, dont la SNQ que je m'occupe aussi. Bon, on sait que le bingo est une activité qui est plus en décroissance qu'en croissance quand on regarde
disons, les 30 dernières années. En même temps, il y a l'arrivée du Kinzo, là, qui est une autre bebelle de l'Auto-Québec, là, qui vient un peu chercher de la clientèle. Mais au-delà de la décroissance qu'on a pu observer, qu'est-ce qui a provoqué la mort du bingo? Moi, je te dirais qu'il faudrait demander à celui qui opérait le bingo. Je pense qu'il a pris ses billes et les a investis dans le Kinzo, parce que le Kinzo, c'était à sa fille. Donc, il a mis ses billes là et malheureusement, il n'a peut-être pas choisi le bon temps, parce que le bingo a baissé. L'achalandage a baissé beaucoup et il a fallu qu'il ferme. Bon. On dit 15 organismes qui, dans le fond, bénéficiaient des revenus. On parlait de revenus annuels d'à peu près combien à l'époque? Dans les bonnes années, on parlait de 450 000. Donc, 450 000 qui étaient redistribués à 15 organismes. Exactement, oui. Bon, pour les gens qui œuvrent dans les organismes communautaires, Carlo, évidemment, tu es là-dedans depuis longtemps, c'est beaucoup d'argent. Pour un organisme, là, c'est 2 000, puis 5 000, puis 10 000, ça fait toute la différence dans une année. Là. Oui, exact. À l'époque, c'était de même. C'est avec ça qu'on peut financer au niveau communautaire. Exact. Tous les organismes étaient communautaires et puis c'était la seule source de revenus qu'il y avait. Puis là, c'est bien changé. Bon. Depuis 30 ans, là, tu demandes une question sur la tour. C'est quoi qui fait que le monde ne vient plus au bingo? C'est à cause de la cigarette. Oui, ça, la cigarette, ça donne un coup. C'est ça. C'est ça qui donne le coup, qui tue l'industrie. Qu'est-ce qui fait qu'on a procédé à la relance du bingo? C'était quoi l'élément moteur? Qui a appliqué pour dire ça n'a pas d'allure, il faut relancer ça? J'ai lancé l'idée de repartir le bingo. J'ai fait une invitation aux 15 organismes. Je leur ai dit, je fais une réunion et j'aimerais relancer le bingo. Il y a des organismes qui ne vivaient pour pouvoir offrir le service à leurs membres. C'était le bingo qui leur donnait les argents pour pouvoir le faire. Principalement, alors? Principalement, exactement. C'est quand même 30 à 35 000 par organisme qui était versé malgré que ça allait mal. Mais est-ce qu'il y a des organismes qui sont morts en cours de route? Je ne crois pas, non. OK. Bon. Non, les 6 qui ont décidé d'embarquer, parce qu'on est 6 présentement, d'ailleurs, je t'ai fait parvenir la liste. Et ces 6 organismes-là, il y en a à l'intérieur de ça qui, pour offrir des activités à leurs membres, des sorties, des choses de ce genre-là, comme les handicapés avec Manon Léger, bien, ils les emmènent au restaurant, ils les emmènent un petit peu partout. Les handicapés actifs, c'est la même chose, leur faire des repas au restaurant, une sortie en train. Donc, le bingo leur donne les sous pour pouvoir faire ces activités-là. Bon. Quels sont les 6 organismes qui ont décidé de relancer le bingo? Bien, tu as les maisons INA, maisons pour les femmes maltraitées. D'ailleurs, ils ont beaucoup parlé d'eux autres dernièrement en tant que tels. Tu as l'Association des handicapés actifs, l'Association des handicapés luçoises, tu as la Maison des jeunes, dont Carlo s'occupe, tu as la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent et aussi l'Association sportive de Saint-Luc. Bon. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces organismes-là ont décidé de revenir dans le bateau? Parce que là aussi, avant ça, vous aviez un opérateur privé, alors que là, là, vous avez un CA, puis là, c'est un peu, ça devient votre responsabilité de l'opérer, le bingo. C'est un peu ça? Exactement. Et c'est un bingo qui est sans but lucratif. Donc, c'est là, on n'est pas là pour faire des sous avec le bingo, c'est des sous pour les organismes seulement. Alors qu'avant ça, il y avait une partie qui allait aux organismes et une partie qui allait aux promoteurs? Exactement, oui. Le partage, c'est 55 45 55 aux promoteurs et c'est encore ça. Excepté que le promoteur, nous, ce sont les organismes. Donc, si le bingo, la gestion fait des sous, ça va aller aux organismes. Donc, au final, il peut y avoir plus d'argent. Tout à fait. Bon. Maison des jeunes, Saint-Luc, Carlo, annuellement, vous recevez à peu près combien là, du bingo? À l'époque, c'était combien? Avant le fusion ou... Oui, parce qu'il y a eu la fusion. Il y avait la fusion, c'est parce qu'on était dans... Parce qu'il y avait 2 bingos dans le temps. Il y avait le bingo à Saint-Luc, il y avait le bingo à Saint-Jean. C'est ça. Après ça, il y a eu la fusion des bingos. Les bonnes années, là, on va chercher 60 000. Yeah. Tu sais, les bonnes années au centre Saint-Luc. Après, quand on est transféré au bingo 2000, on avait acheté la salle, de construire. À Saint-Luc, ça. Mais là, c'était différent. Parce qu'on ne reçoit pas. Parce que tout est allé en administration. Tu sais, des fois, on va recevoir 10 000 ou 12 000. Alors, quand on a fusionné avec les propriétaires privés, que j'étais toujours contre, alors là, c'était mieux. C'était mieux. Mais quand il fait faillite, là, nous autres, là, c'est là qu'on voit, c'est bon, on avait pris ça en main.
les 6. Le bingo a été fermé combien de temps, dans le fond? Du mois de février au mois de juin. Nous, on a réouvert le 1er juin, exactement. Ouais. On a décidé de faire l'action de remettre la salle en état, car malheureusement, l'ancien promoteur avait laissé aller la salle, c'est-à-dire que c'était pas propre. Il y avait la peinture, il a fallu la rafraîchir, nettoyer comme il faut. Il y avait beaucoup de choses que les clients se plaignaient, entre autres l'odeur des tapis. En tout cas, je pourrais t'en compter quelques-unes. Enfin, mais on a tout ramené ça. Les 6 organismes, on a eu beaucoup de bénévolat. Les gens nous ont beaucoup aidés pour pouvoir retaper la salle et la mettre attrayante. Donc, les gens, quand ils viennent au bingo maintenant, c'est propre, ça sent bon, la nourriture est bonne et ils ont du plaisir à venir jouer. Bon. Et à cause de ça, mais on a une moyenne de à peu près 180-185 personnes par soir. Bon. Puis on est 7 soirs par semaine et un après-midi. Et on pense même à ouvrir le dimanche après-midi parce qu'on est ouvert le jeudi. Et on a beaucoup de demandes pour ouvrir aussi le dimanche après-midi. Bon, et là, avec cet achalandage-là, ça vous donne à peu près quoi comme revenu? Les premiers 6 mois, je te dirais, ça a été un petit peu plus dur parce qu'il il a fallu réinvestir de l'argent, etc. Il faut repartir. Cette année, on devrait aller chercher à peu près 35 à 36 000 par organisme. Par organisme? Exactement, oui. Quand même. C'est quand même une bonne somme. Oui, tout à fait. Mais donc, les 6 premiers mois d'opération, c'était quoi? C'était à peu près... C'était plus difficile. C'est plus difficile. C'est sûr, c'est normal. Donc là, vous commencez à faire de l'argent? Exact, oui. Bien, ça fait quand même 3 mois qu'on a fait. 3 mois qu'on fait déjà. Exactement. Bien, on faisait quand même, là, c'est juste parce que c'était l'administration. C'est tout à fait attention, parce que nous autres, même si ça fait 30 ans, j'étais dans l'industrie du bingo, mais c'était toute la façon à gérer aussi. Pour ne pas faire les erreurs que les autres ont commises là. Alors, nous autres, on garde un petit coussin. Qui opère le bingo en tant que tel? Bon, je comprends que là, les 6 organismes, vous vous êtes mis ensemble, vous avez un CA pour ça, là, mais qui l'opère dans le... On a la chance d'avoir sur notre CA Manon Léger, qui est notre directrice pour le bingo. Elle a une assistante, qui est Sylvie Brunel, qui nous donne un très bon coup de main, et c'est nos personnes ressources, nos personnes clés. Je te dirais que si je n'aurais pas eu des personnes clés, dont fait partie aussi Carlo, ça aurait été plus difficile. Parce que dans le bingo, moi, je ne connais rien. En administration, pas de problème. Mais en bingo, c'est notre affaire. Temps plein, ça, exactement. Là, est-ce que vous avez été dans l'obligation d'aller rechercher un permis à l'Auto-Québec? Tout à fait. Un nouveau nom, bingo communautaire HR, en indiquant que c'est un organisme sans but lucratif. Donc, le bingo n'est pas là pour faire de l'argent, il est là pour donner de l'argent aux organismes. Donc, en partant, c'est un organisme sans but lucratif. Et le bingo en tant que tel est là pour donner du service aux gens qui viennent jouer. Et ça n'a pas été difficile de revoir le permis? Pas vraiment, non. Parce que je sais que parfois l'Auto-Québec demande quand même beaucoup de paperasse. Là. Ça, oui. Ça, oui. Oui, il y a eu beaucoup de paperasse. Et c'est normal. C'est quand même beaucoup d'argent qui se brasse dans le bingo. Il ne faut pas se le cacher. C'est quand même des sommes assez importantes. Parce que là, dans le fond, au final, vous dites bon, à peu près 35 000 par organisme. Mais au final, il se brasse à peu près combien d'argent au total? Parce que, évidemment, vous en redonnez à ceux qui gagnent les prix. Bien, ça, c'est normal. Écoute, le chiffre d'affaires, première des choses, on fait vivre présentement, OK, 20 employés. OK, donc, tu as 20 salariés. Exact. 20 salariés? Exactement. Des fois, même, c'est 21. Donc, déjà là, c'est des emplois qu'on a mis dans la région. On prend beaucoup de services de la part, que ce soit pour nettoyer le tapis, que ce soit pour le restaurant, qu'on prend des fournisseurs alentours. Il y a quand même un chiffre d'affaires, je te dirais, on devrait toucher dans des 1 million, 1,2 million de chiffre d'affaires. Donc, un chiffre d'affaires d'à peu près 1 million, 1,2 million, dont à peu près 200 000 qui revient aux 6 organismes. On a à tous les jours 3 500 de prix qui est remis aux gens. Ça, c'est du lundi au jeudi. Le vendredi, samedi et dimanche, c'est 5 000 de prix qui sont donnés. Donc, ça prend quand même beaucoup de sous qui rentrent pour pouvoir donner tous ces prix-là. Mais c'est quand même une grosse organisation, une business, comme on dit. C'est comme une business, dans le fond, de plus d'1 million de chiffre d'affaires, tout à fait, avec un profit de 200 000 qui s'en va aux organismes, et vous êtes 6 organismes. Exact. Puis 200 000 pour 6 organismes, ça représente beaucoup en services que vous offrez ensuite. Là. Tout à fait. Exactement. Vous, dans le fond, avec cet argent-là, à la Maison des Jeunes, vous faites quoi? Bien, on fait des activités, on paye les employés. Puis les activités chez nous, à la Maison des Jeunes, par exemple, je prends un exemple, ça va à la ronde, c'est à peu près 30 et quelques dollars, puis les jeunes vont payer 10 $.
Alors, c'est ça, on lui donne dans la société, dans la communauté. Parce que c'est pas tous les jeunes ou les parents qui peuvent envoyer le jeune dans les activités pendant l'été. Parce qu'il y en a déjà d'autres activités qu'ils font. Avec ça, nous autres, on réduit les coûts. Puis comme ça, les jeunes peuvent partir en sortir en toute inquiétude, les parents. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance, bonne continuation. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous rappelle que le Relais pour la vie, cette année, célèbre son 10e anniversaire. C'est encore le temps de former vos équipes, trouver vos capitaines, des commanditaires, bref, remplir la paperasse nécessaire en prévision de cet événement important qui va se tenir le vendredi 6 juin à la piste Pierre-Larose, tout juste à côté du complexe Claude-Raymond et du Colisée Isabelle Brasseur. Donc, vous avez le numéro de téléphone ou encore l'adresse Internet pour obtenir des renseignements à l'écran en ce moment. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pas compliqué. Nous, on fait la captation du conseil de ville le premier et le troisième lundi de chaque mois. Et avec un conseil, on fait 2 émissions de 30 minutes, des émissions qui sont diffusées, dans le fond, le mercredi suivant le premier conseil et le mercredi de la semaine suivante, et ainsi de suite. Bref, ça vous permet de voir un peu vos élus en action et des gens qui viennent poser des questions au conseil de ville. Télébingo, c'est 3 500 $ en prix à chaque semaine, dont 2 000 $ pour la carte pleine. C'est diffusé tous les dimanches matins en direct à 9h30. Faites attention au câble 9, pas le 609, le câble 9. Il y a 35 dépositaires dans les MRC au Richelieu et Rouville pour acheter vos livrets. Pour obtenir la liste, visitez le site Internet de la télé ou vous téléphonez ici même. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées. Pour me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir nos entrevues, vidéos, format YouTube, donc disponible pour les appareils Apple. Et suivez-nous également sur Facebook et sur Twitter. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.